Bonjour à tous. Écoutez, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur l'Oncologie Press Room qui a été développée par l'agence au moment du Covid et donc que nous renouvelons pour la 3e édition cette année. Donc cette année, le congrès de l'ASCO, il se déroule au format hybride, c'est-à-dire avec une partie en présentiel à Chicago et une autre partie en virtuel. On vous propose donc, comme chaque année, de suivre les actualités du congrès de l'ASCO au travers de cette press room. On vous remercie vraiment de votre fidélité et d'être encore une fois présent en nombre pour assister à cette première session qui est donc animée par nos experts Unicancer afin de vous proposer un décryptage et un briefing justement de ce qui va se passer à l'ASCO ces prochains jours. Je tenais aussi également à remercier nos partenaires, les laboratoires AstraZeneca, BMS et Janssen, de nous permettre de continuer à faire vivre cette press room et ainsi de vous informer. Je en profite pour vous rappeler les petites informations pratiques pour que la conférence se déroule au mieux. Donc, tout d'abord, vous avez, comme chaque année, le module de chat pour poser vos questions sur la droite de la plateforme. Vous pouvez les poser au fil de l'eau de la conférence. On les posera à la fin de l'intervention au professeur Jean-Yves Blais. En votre nom. Si jamais vous rencontrez des soucis, que votre module se fige, n'hésitez pas à relancer en vous reconnectant ou à rafraîchir votre page. Et puis, bien sûr, vous pourrez retrouver cette conférence en replay pendant 15 jours, dès la fin de cette session. Et puis, vous avez également à disposition différentes ressources dans la partie médiathèque des partenaires de la plateforme. Voilà, je vais maintenant passer la parole à notre expert d'Unicancer, le professeur Jean-Yves Blais, qui nous fait l'amitié et la gentillesse d'être présent une nouvelle fois pour nous apporter son précieux décryptage. Donc, professeur Jean-Yves Blais, oncologue médical, directeur général du centre Léon Bérard à Lyon et donc président d'Unicancer. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole en direct de Chicago. Bonjour, merci tout d'abord de cette introduction et bienvenue à cette conférence sur laquelle nous allons essayer de prévoir ce qui va se passer, qui va être présenté à l'ASCO 2022, qui est un ASCO un peu de renouveau dans une certaine mesure, puisqu'effectivement ce sera à la fois en présentiel et en distanciel, mais où on s'attend à ce qu'il y ait une forte participation présentielle cette fois-ci, forte participation présentielle qui sera sans doute illustrée par la complexité pour arriver et simplement passer les douanes à Chicago actuellement. Tout n'est pas rentré absolument dans l'ordre. Alors pour autant, nous avons une actualité qui est riche à l'ASCO 2022 cette année, tant sur le plan des communications scientifiques que sur le plan des actions plus spécifiquement Unicancer. En termes de communication scientifique, on peut peut-être distinguer plusieurs chapitres importants à mettre en lumière. La première, c'est celle le premier chapitre, c'est sans doute celui des études qui vont paraître en plénière et qui sont des études transformantes de phase 3 qui changent à la fois les concepts ou qui installent de nouveaux standards. Il y en a pour certaines pathologies, pas pour toutes les pathologies, mais on va le voir pour la cancérologie scénologique, par exemple. Il y a de nombreuses études randomisées qui changent un peu les pratiques. Un deuxième chapitre, c'est celui des confirmations d'études qui assoient la place de thérapeutique, par exemple, et notamment l'immunothérapie pour le cancer bronchique ou pour le mélanome avec des études de suivi sur le long terme et qui permettent de confirmer la place de ces thérapeutiques et la valeur probablement curative dans un certain nombre d'instances, notamment en phase avancée pour ces deux pathologies. Et enfin, l'arrivée de nouvelles thérapeutiques ciblées dirigées contre des cibles thérapeutiques nouvelles, ou si elles ne sont pas nouvelles, elles commencent à être un peu mieux décryptées, car les premiers signaux d'activité que l'on avait il y a quelques mois restaient un peu incertains sur la typologie des patients à qui il fallait les proposer. Et là-dessus, il y a également une activité riche. L'activité scientifique est donc riche, et l'activité d'Unicancer est également riche dans ces différents domaines, puisque en gros, on va se retrouver dans la plupart de ces différents groupes à contribuer aux informations qui vont être apportées par l'ASCO. Alors peut-être pour commencer par
par la plénière de l'ASCO, plusieurs études vont être présentées, à commencer par une étude vraiment importante, je pense, qui est rapportée par nos collègues japonais, la phase 3 Paradigme, qui va comparer panitumumab et FOLFOX6 contre bevacizumab plus FOLFOX6 en première ligne pour les races non mutées de cancer colorectal métastatique. C'est une question ancienne qui n'était pas totalement tranchée et pour laquelle on avait un certain nombre d'éléments d'orientation et qui, normalement, sur la présentation des résultats qui va en être faite, on a des résultats que très partiels, devrait permettre d'établir les standards thérapeutiques pour cette situation assez fréquente, en fait, du cancer colorectal métastatique à qui on va proposer une première ligne de traitement. Donc, c'est Paradigme qui va probablement, justement, changer nos paradigmes. Une deuxième étude encore plus transformante, à mon avis, c'est l'étude qui porte sur le trastuzumab deruxtecan contre le choix du physicien pour des patients porteurs de cancer du sein métastatique, mais exprimant un faible niveau HER2. Alors vous savez toutes que trastuzumab deruxtecan est un médicament qui est indiqué pour les cancers du sein avec amplification de HER2. Ici, du fait de son mode d'action tout à fait particulier, donc on est sur un ADC, c'est une molécule qui apporte le cytotoxique au bon endroit sur la cellule tumorale. Ici, on va avoir un guidage du traitement qui va être fait non pas sur l'anomalie moléculaire qui permet une surexpression, mais sur la simple expression de la protéine HER2. Donc c'est un changement conceptuel tout à fait considérable, puisque cette molécule devient potentiellement indiquée dans des cancers du sein qui jusqu'à présent n'étaient pas candidats à cette classe de médicaments. Il semble, ça a été annoncé, on peut donc le dire, que la différence qui est observée en survie sans progression est également associée à une différence en survie globale, un gain en survie globale en faveur de cette combinaison thérapeutique qui va réellement changer en profondeur le standard de traitement pour les cancers du sein. Alors ça va bouleverser les recommandations de pratique clinique, changer également notre manière de développer les traitements anti-néoplasiques de manière assez profonde, hein, parce que vous l'avez compris, jusqu'à présent, on avait pour les thérapeutiques ciblées, finalement, si on veut être un peu schématique, l'idée que l'on allait intervenir et être efficace, surtout lorsque la molécule jouait un rôle critique dans l'oncogénèse, c'est-à-dire lorsqu'elle était amplifiée, mutée, activée, et que c'était à cette condition-là que les traitements allaient pouvoir être actifs. On verra un exemple d'un nouveau paradigme également dans quelques instants. Ici, c'est autre chose. La simple expression permet de guider un traitement un anticorps chargé qui va permettre d'améliorer la survie sur les patients qui n'étaient jusqu'à présent pas candidats. Donc, c'est un grand changement conceptuel qui est assez remarquable sur cette pathologie et très logiquement, je pense qu'on doit pouvoir en attendre davantage sur d'autres pathologies également exprimant HER2. Et je sais qu'il y a des études, quelques-unes sont annoncées d'ailleurs à cet ASCO, qui commencent à explorer cette question. Mais là, on aura une réponse définitive sur cette question. Troisième étude présentée à la session plénière de l'ASCO, une étude également intéressante dans une autre dimension, qui est une étude randomisée de phase 3 pour des patients porteurs d'une maladie peu fréquente, qui sont les sarcomes d'Ewing. Et on peut se dire pourquoi une étude randomisée de cette nature en session plénière. Eh bien parce que c'est la première étude randomisée qui a été faite dans ce contexte-là, sur une maladie réputée tellement rare que c'est difficile de faire déjà des études en première ligne, encore plus en deuxième ligne. Il n'y a pas de standard d'ailleurs en deuxième ligne. Et cette étude, Recur internationale, dans laquelle un certain nombre de centres ont participé en France, notamment au sein du groupe Sarcome français et de Unicancer, permet de mettre en évidence des propositions thérapeutiques qui sont appuyées sur un essai randomisé. Donc ça chamboule un peu l'idée qu'il n'est pas possible de faire des essais randomisés dans des pathologies rares, mais sarcome d'Ewing, on est sur une pathologie qui est rare, mais qui n'est pas ultra rare, avec des incidences inférieures à 1 par million d'habitants par an. Et donc, ça nous encourage simplement à poursuivre les efforts de collaboration internationale. Alors, voilà ce que je voulais dire pour les études qui sont présentées en plénière. Pour les études de phase 3 qui changent également les choses dans les domaines que l'on vient de citer, notamment le cancer du sein, je voulais parler de l'étude de Jericho 11, Aster 70, qui va être
présentée en session orale le 7 juin, qui est une étude qui présente en phase 3, qui compare en phase 3 chez des patientes âgées de plus de 70 ans, un traitement par chimiothérapie et thérapeutique endocrine, ou un schéma par thérapeutique endocrine seule. Vous savez que pour les patients âgés de plus de 70 ans, c'est une vraie question de savoir comment les traiter au mieux. L'objectif est de prévenir la rechute et d'améliorer la survie. Mais les effets secondaires des chimiothérapies cytotoxiques sont ici assez significatifs et dépendent bien entendu de la fragilité de la patiente. C'est d'ailleurs quelque chose qui est finement analysé dans cette étude qui a stratifié sur les facteurs de risque des patientes. Et cette étude conclut que l'impact d'une chimiothérapie additionnelle dans le contexte qui a été étudié en situation adjuvante ne permet pas d'améliorer de manière significative le devenir des patients. Des patientes qui sont à risque en plus de rechute, parce que c'est des patients avec un index génomique élevé. Cette étude est donc assez importante parce que c'est une étude qui s'inscrit dans une tendance assez lourde que l'on a actuellement, qui est une tendance désescalade, en particulier ici pour les sujets âgés de plus de 70 ans. Une étude avec une forte orientation oncogériatrique. Alors, deuxième chapitre que je voulais partager avec vous, c'est celui des nouvelles thérapeutiques. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cet ASCO. Il y en a peut-être une par laquelle je vais commencer, qui est une étude, une nouvelle étude, peut-être faut-il dire, une nouvelle étude de thérapeutique agnostique. Avec, et vous le savez, les thérapeutiques agnostiques se sont imposées depuis quelques années pour le traitement de patients à phase avancée, avec des médicaments qui, cette fois-ci, à la différence de ce qu'on voit avec le trastuzumab deruxtecan, ne vont cibler que des pathologies pour lesquelles on a une anomalie du gène de l'oncogène qui est ciblé. Ça va être une mutation, ça va pouvoir être une translocation. Et les inhibiteurs de NTRK, que sont le larotrectinib, l'entrectinib, les inhibiteurs de RET, le selpercatinib, sont des inhibiteurs qui vont être capables d'être actifs sur toutes les tumeurs, enfin sur les tumeurs qui ont été analysées, indépendamment du type histologique. C'est ce qu'on appelle agnostique. Il y en a un nouveau, une nouvelle classe qui est la classe des inhibiteurs des récepteurs du FGF, c'est une famille de récepteurs, et l'erdafitinib. C'est un médicament qui était déjà enregistré pour le traitement des cancers de la vessie porteurs de mutations des gènes FGFR2 ou FGFR3, mais là, c'est pas ça du tout qu'ils ont fait, et c'est une présentation qui va être faite par Yoann Loriot de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Ils ont screené un très très grand nombre de patients pour trouver des mutations qui en général se situent aux alentours de 1, 2, 3, 5% des sous-types tumoraux envisagés, et sont arrivés ainsi à avoir une cohorte de patients assez significative en taille et en nombre, même si elle est fragmentée, puisqu'on a des cancers du sein, on a des cancers du pancréas, des cancers du côlon, des tumeurs cérébrales, bref, on a toute une variété de tumeurs. Et le signal et le message de cette présentation, c'est une activité qui est retrouvée dans tous les sous-types tumoraux, y compris des tumeurs qui sont traditionnellement assez difficiles à traiter, comme les tumeurs cérébrales, pour lesquelles la pénétration de la molécule dans la barrière hématoménagée peut être compliquée, mais en l'occurrence, des signaux d'activité, des taux de réponse qui se situent aux alentours de 20%, variables un peu selon les tumeurs, mais un taux de contrôle tumoral qui est élevé, une durée de réponse qui est de l'ordre de 7 mois, bref, un signal d'activité transtumeur qui rajoute une autre composante à cette stratégie de thérapeutique agnostique que je pense va être une des règles de la cancérologie dans les années à venir. On a vu, ça a démarré timidement et modestement avec des inhibiteurs plus classiques comme les inhibiteurs de BRAF sur une partie des tumeurs, mais là, c'est en train de s'étendre, et cette présentation internationale, c'est un groupe vraiment international pour réaliser cette étude, va permettre d'installer encore une fois cette pratique dans les années à venir. Donc, une thérapeutique nouvelle dans le domaine des thérapeutiques ciblées, ciblant les oncogènes.
Une autre thérapeutique nouvelle ciblant des oncogènes fréquents touche cette fois-ci les tumeurs hématologiques et les tumeurs hématologiques, notamment les leucémies gumuloblastiques, sont fréquemment affectées par des mutations d'un gène du métabolisme qui s'appelle IDH2. C'est des mutations ponctuelles mais qui activent la molécule, et les inhibiteurs d'IDH2 ont été utilisés et sont rapportés dans une étude de phase 3, là encore par une équipe de Gustave Roussy, montrant un signal d'activité important en complément des traitements antérieurs pour des pathologies traditionnellement très difficiles à traiter. On progresse également dans le domaine de l'immunothérapie, puisque vous avez vu que les 2 dernières années ont été riches en informations en ce qui concerne les anticorps bispécifiques. Alors, de quoi s'agit-il en anticorps bispécifiques? Ce sont des anticorps qui vont reconnaître 2 cibles. Avec leur forme en Y habituelle, une des branches de l'Y va reconnaître ici PD1 et l'autre va reconnaître CTLA4. Et c'est ce qui est rapporté là encore dans une étude d'un anticorps bispécifique. C'est une immunothérapie de nouvelle génération, en l'occurrence, puisqu'on a traditionnellement, et d'ailleurs il y a plusieurs articles qui paraissent cette année qui confirment l'utilité de la combinaison anti-PD1 et anti-CTLA4 dans les cancers bronchiques, dans les mélanomes métastatiques sur le long terme. Ici, c'est une autre paire de manches. C'est un seul anticorps qui est administré, qui bloque en même temps les 2 checkpoint inhibiteurs. Et cette étude a été effectuée et rapportée sur les cancers du rein, métastatiques, en première ligne ou après échec de traitement de première ligne, y compris d'ailleurs des immunothérapies, et a retrouvé un signal d'activité vraiment assez impressionnant au prix d'une toxicité qui reste acceptable. Peut-être, ce n'est pas une comparaison directe, un peu moins importante que la combinaison des 2 immunothérapies traditionnellement utilisées, anti-PD1 et anti-CTLA4. En tout cas, dans les cancers du rein métastatique, c'est indiscutablement une nouvelle approche qui va installer probablement les anticorps bispécifiques dans un autre domaine, puisque assez habituellement, vous l'aviez sans doute vu, par exemple en hématologie, les anticorps bispécifiques essayaient de faire le pont entre les cellules immunes et la cible exprimée à la surface de la cellule tumorale. Ici, on cible 2 immune checkpoint avec un seul anticorps. Évidemment, c'est une approche qui est simple, qui est potentiellement d'ailleurs simple par l'administration. On administre un seul produit au lieu de 2, et peut-être aussi également plus simple avec un caractère plus limité des effets secondaires. Et puis on a de nouvelles immunothérapies qui sont en train d'arriver. Il y en a de nombreuses d'ailleurs, des nouvelles immunothérapies qui sont en train d'arriver. Il y a une mise à jour de l'essai LAG3 dans le mélanome qui va être rapporté, qui montre que la combinaison des anti-PD1 et d'anti-LAG3, une 2e génération de checkpoint inhibiteurs, améliore la survie. C'est une mise à jour d'une étude qui a été récemment publiée. Puis également de nouvelles molécules administrées en combinaison cette fois-ci avec les anti-PD1 classiques tels que pembrolizumab, et notamment une étude de phase 1 qui est assez intéressante, qui utilise un superagoniste qui cible à la fois le récepteur de l'IL-2 et le récepteur de l'IL-15. Ce sont de super IL-2, super IL-15 qui, donnés en combinaison avec le pembrolizumab, là encore, donne un signal d'activité qui est assez intéressant, y compris pour des tumeurs qui ont été reconnues comme réfractaires à l'immunothérapie réalisée précédemment. C'est Carlos Gomez-Roca qui va présenter ça, cet ASCO de l'IUCT Oncopole Toulouse. Sans que Claudius Regoquet a présenté cela, et c'est indiscutablement une nouvelle piste intéressante à un moment où les IL-2 modifiés ont connu un petit coup d'arrêt avec des études qui se sont avérées plutôt négatives. Au total, on a sur ce deuxième chapitre des nouvelles thérapeutiques une vraie richesse qui apparaît dans le développement de nouveaux traitements. Thérapeutiques agnostiques, nouvelles immunothérapies sont en train d'arriver, et au vu du rythme avec lequel on les développe, assez vraisemblablement sont dans les phases 2 et les phases 3 dans les 2 ou 3 prochaines années.
Et puis pour finir, on a quelques études qui sont également intéressantes dans des schémas que l'on pourrait qualifier plutôt d'organisation. Comment peut-on faire, comment peut-on optimiser la prise en charge de nos patients dans le cadre de notre système de santé. Je vais en citer peut-être deux, en commençant par une étude pédiatrique qui est présentée par la Société française d'oncologie pédiatrique, Pablo Perlanga et Gilles Vassal, qui est une étude qui s'appelle SACHA, qui se propose d'analyser de manière prospective les thérapeutiques qui ne sont pas enregistrés pour les patients pédiatriques, mais qui sont disponibles pour les patients adultes. Et lorsque les patients pédiatriques disposent de telles altérations moléculaires dans leur tumeur, c'était intéressant de pouvoir le proposer, et c'est évidemment inenvisageable et irréaliste de pouvoir le faire dans le cadre d'études parallèles, et donc le faire sur un mode d'une étude un peu basket de cette manière-là, une utilisation entre guillemets off-label pour jauger de l'efficacité, éventuellement poser des questions ultérieures, est une approche très rationnelle. Pour finir, je voulais parler d'une des études que l'on va présenter dans Unicancer, qui est une étude qui se proposait de regarder la pertinence des panels de caractérisation génomique des altérations génétiques des tumeurs pour guider le traitement en phase avancée. L'étude s'appelle Profiler2 et elle a comparé un panel fait maison de petite taille, si l'on peut dire, d'environ 70 gènes, avec un panel commercial qui permet d'analyser 500 gènes et d'identifier également le taux de mutation, la charge mutationnelle, et également des voies d'activation qui sont perturbées. Globalement, cette étude Profiler 2 a inclus près de 300 patients, un peu plus de 300 patients, et avait pour objectif de savoir si on faisait mieux en élargissant le panel. Et la réponse est sans équivoque, oui, on fait mieux. On augmente le nombre de patients chez qui on peut donner des traitements, mais le nombre de patients chez qui on peut donner des traitements reste très largement inférieur à 30% dans l'état actuel des choses. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Peut-être la largeur du panel, et sans doute l'évolution des panels avec une augmentation de leur taille nous permettra de trouver plus de cibles. C'est sans doute les projets que l'on attend dans les années à venir, et peut-être un des résultats du plan France Médecine Génomique 2025 avec la caractérisation du génome complet. Mais surtout parce que certains médicaments ne sont pas accessibles à tous les patients sur le territoire, soit parce qu'ils ne sont pas remboursés, soit parce qu'ils ne sont pas accessibles dans des essais cliniques. Et cela, ça nous interroge à un moment où la cancérologie évolue quand même plus que jamais, on le dit depuis plusieurs années, mais plus que jamais à un rythme soutenu sur les nouveaux concepts et les nouvelles cibles thérapeutiques, de pouvoir mettre à disposition le plus vite possible des médicaments qui ont des signaux d'activité très tôt dès les phases 1 est un enjeu, je pense, pour notre système de santé. Ce serait probablement la leçon que l'on pourrait tirer de cette étude positive. Ça vaut le coup de faire des panels larges, mais qui nous incite également à réfléchir sur la stratégie que l'on doit avoir pour le développement de la médecine de précision, non pas dans des centres exclusivement spécialisés, c'est évidemment notre cœur de métier dans Unicancer, mais également sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble des patients. Voilà, je vais m'arrêter là et je serai heureux de répondre à vos questions. On aura probablement lors de la session de clôture davantage d'études et de données supplémentaires pour partager, et je ne doute pas que les données qui vont être présentées vont en tout cas être transformantes une fois de plus. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Blais. Donc, maintenant, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module. Elles vont s'afficher au fur et à mesure. Comme ça, je pourrai les poser en direct au professeur Blais. Alors, j'en vois dans le chat. Je vais peut-être… Ah bah oui, tout à fait. Je vois quelques-unes. Julie Versbicki qui dit: est-ce que l'NR2 n'a pas aussi un potentiel tissu diagnostique? Ah oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Enfin, ça mérite d'être rigoureusement prouvé. Mais en fait, ce que ça dit, c'est que c'est plus uniquement… Ça dit à la fois que ça n'est plus uniquement la mutation qui permet de guider le traitement, mais également juste l'expression. Et à ce moment-là, toutes les tumeurs exprimant HER2 sont possiblement des candidats. Et on sait déjà que les tumeurs exprimant HER2 ne sont pas limitées au cancer du sein et qu'on rencontre dans beaucoup de tumeurs, à commencer par les tumeurs coliques, les tumeurs digestives, des tumeurs fréquentes et des tumeurs moins fréquentes. Et donc, c'est certainement une prochaine piste. Alors, je regarde le chat. Alors, désolé, moi, ça ne s'affiche pas sur mon
mon module. Mais si vous voyez d'autres questions, professeur, n'hésitez pas à y répondre directement. J'en vois pas de supplémentaire. Alors, quelles études intéressantes sur l'utilisation des thérapeutiques ciblées et des immunothérapies au stade adjuvant et néoadjuvant? Globalement, dans les différentes tumeurs pour lesquelles l'immunothérapie est en train d'être étudiée, j'ai envie de dire que c'est probablement la quasi-totalité des tumeurs pour lesquelles l'immunothérapie est active qui vont être testées et évaluées en néoadjuvant. Actuellement, et à l'ASCO cette année, dans les éléments que j'ai pu voir, je n'ai pas regardé l'intégralité des présentations, le poumon, le mélanome ça reste solidement installé. L'ORL, le sein restent des questions qui sont toujours en exploration et les cancers, évidemment, œsogastriques également. Donc, outre les études que j'ai mentionnées, je pense qu'on aura l'occasion de faire le point plus en détail dans la session de clôture de cet ASCO. Alors, j'ai une autre question de Karel Gutter du quotidien du médecin qui demande quelle est la proportion de patientes pour la population HER de l'eau dans les cancers du sein. Ouais, alors je fais plus de cancer du sein depuis des années, mais pour moi, elle est supérieure. C'est HER2, une croix, supérieure à 0, quoi. Une croix, deux croix. C'est de l'ordre de 50% ou plus. Hein. D'accord. Florence Rosier nous demande quoi de neuf aujourd'hui sur les CAR-T-cells. Est-ce qu'il y a des sessions? Est-ce que vous avez repéré des sessions? Il n'y a pas de session, mais il y a effectivement une étude intéressante qui explore un nouvel CAR-T-cell sur les lymphomes diffus B à grande cellule en phase précoce, assez encourageant qui va être présenté avec des nouvelles modalités de nouvelles CAR-T-cells qui sont en train d'arriver pour le lymphome et également dans le myélome. Mais je n'ai pas eu l'occasion de voir l'étude. Une question pour les anticorps conjugués. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Alors pour les anticorps conjugués, oui, la session développement-traitement montre plusieurs études intéressantes avec des anticorps conjugués à des cytotoxiques. Pour le coup, on a prévu de le regarder un peu plus en détail à notre session de mardi, en fait. Une autre question d'Aude Lecrubier, Medscape. Bonjour, est-ce qu'il y a des études intéressantes dans le mélanome? Il y a de nombreuses études intéressantes dans le mélanome. Les combinaisons de traitement, et notamment en phase avancée, font probablement partie des études les plus intéressantes sur notamment la combinaison avec les anti-LAG3 et les anti-PD1 qui donnent un signal de supériorité en survie sans progression et une tendance sur la survie globale qui est également qui est vraiment très intéressante. Sur le mélanome, c'est principalement cela que j'ai vu, en plus des études qui confirment, avec un très long suivi, le solide plateau qui est observé chez les patients métastatiques au-delà de 5 ans. Très bien. Une question de Florence Méréo du Parisien. Est-ce qu'il y a déjà des études qui confirmeraient le lien entre Covid et surmortalité par cancer à cause des retards de prise en charge, ou est-ce que c'est trop tôt pour l'instant? Ouais, je crois, bon, il y a effectivement déjà quelques études qui sont publiées sur ce thème, pas uniquement à cause des retards de prise en charge également, mais par une surmortalité des patients qui ont été infectés par Covid alors qu'ils étaient traités pour un cancer. Il y a même des études qui sont assez intrigantes et qui suggèrent, c'est d'ailleurs présenté en poster, je crois, cette année à l'ASCO, montrant une surmortalité des patients qui ont eu un Covid après avoir guéri de leur Covid, peut-être du fait du décalage de prise en charge, d'une prise en charge inappropriée pendant la période où ils étaient infectés par Covid. Mais c'est des choses qui commencent à être rapportées avant même cet ASCO-là, qui commencent à être rapportées et qui sont mentionnées dans la session maladie infectieuse. Ouais. Aude Lecruvier demande si vous avez identifié des études intéressantes sur la problématique de la désescalade thérapeutique. Il y a plusieurs études qui sont intéressantes sur ce thème-là. Bon, je ne vais pas revenir sur l'étude dont je viens de vous parler sur les patientes âgées de plus de 70 ans, cancer du sein. Je crois que c'est une étude importante, parce que ça touche vraiment beaucoup de patientes. Il y a une autre étude qui est assez intéressante sur le traitement des cancers de vessie
en situation néoadjuvante en utilisant un anti-PD-L1, en l'occurrence l'avelumab, combiné ou non à une chimiothérapie, et qui suggère qu'en fait, la monothérapie anti-PD-L1 ferait, enfin, c'est une étude de petite taille, mais qui est présentée par l'équipe du centre de Strasbourg, qui suggère que l'avelumab en monothérapie fait mieux, en tout cas en termes de réponse histologique complète, que la combinaison avec une chimiothérapie. Alors ça interroge évidemment sur la question de la combinaison des deux et pourquoi la chimiothérapie n'apporte pas ou pourrait être même délétère. Mais en tout cas, on va dans cette direction. D'une manière plus globale, hein, on va quand même dans la direction de se passer, de remplacer les thérapeutiques chimiothérapies cytotoxiques traditionnelles, soit par des immunothérapies, soit par des thérapeutiques ciblées dans le nombre croissant de tumeurs. Hein. Et sur la qualité de vie des patients, est-ce qu'il y a des choses cette année? Oui, bah, c'est traditionnellement, il y a des études, il y a des sessions consacrées à ces questions-là. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est le fait que la qualité de vie, avec toutes les difficultés qu'il y a à mesurer la qualité de vie, on est bien d'accord, c'est une question scientifique qui est complexe, mais la qualité de vie fait partie désormais de manière obligatoire et assez en profondeur, beaucoup plus que superficielle, comme on pouvait le faire précédemment de manière un peu superficielle, fait partie des objectifs secondaires qui sont rapportés dans les études cliniques pour voir si, notamment lorsqu'on rajoute un traitement, lorsqu'on remplace un traitement par un autre, on a un impact sur la qualité de vie du patient dans toutes ses dimensions, hein, fatigue, effets secondaires des cytotoxiques, etc. Donc, ouais, voilà ce que je pourrais dire sur cette question-là. Je n'ai pas fait l'analyse de cette session pour l'instant. D'accord. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant, mais je vais laisser quand même quelques minutes aux journalistes qui nous suivent si voilà, ils ont d'autres points à soulever. Ah, alors une nouvelle question de Florence Rosier. Quid de l'iniquité de l'accès aux soins en cancérologie, qui est un thème phare effectivement de cette édition de l'ASCO, voilà, qui porte sur le thème effectivement de l'égalité à l'accès aux soins. Oui, ça c'est une question saillante qui va être traitée de manière très différente par les Européens et les Américains. Hein. Pour le coup, très souvent sur les questions, ces questions-là, les Américains les traitent pas en comparant les communautés et les catégories socio-professionnelles, tandis que du côté européen, on a plutôt tendance à parler des déserts médicaux et des iniquités qui résultent de ces approches-là. Alors, il y a plusieurs études qui sont rapportées dans la session santé public health en particulier, mais que je n'ai pas screené sur cette question. Ce sera l'occasion de faire le point et une synthèse à la sortie de la session de l'ASCO mardi. Très bien. Alors, c'est vrai que comme chaque année, les journalistes nous demandent est-ce qu'à l'issue de ce premier briefing, vous pourrez nous transmettre par email, professeur, les références de ces études que vous nous avez… Oui, les abstracts, quoi. Dès qu'on les… Oui, bien sûr. Pour les abstracts, on les a tous, sauf pour les plénières où ils sont cachés. Hein. Encore sortis. Pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, Christine Coleman demande s'il y a des études sur de nouvelles mutations de tumeurs. Nouvelles mutations au sens où est-ce qu'on identifie de nouvelles cibles potentielles pour de nouveaux traitements. Alors, c'est plutôt à l'ACR qu'on va voir ce type d'études. L'ASCO mais l'ACR faisant d'ailleurs des études cliniques sur cette question. Il y en a quand même au niveau de l'ASCO. Alors, il y a une belle étude qui est en particulier rapportée là aussi par nos collègues du centre de lutte de Toulouse sur… et puis c'est une étude internationale en fait qui compare les mécanismes différentiels de résistance à cette nouvelle génération d'inhibiteurs qui sont les inhibiteurs de KRAS G12C et qu'on rencontre dans toutes les tumeurs, hein, mais pour lesquels les mécanismes de résistance sont très divers et pas parfaitement connus. Et en fait, ce qu'ils décrivent de manière assez fine, c'est quels sont les mécanismes de résistance, quelles sont les kinases qui sont activées, les voies de signalisation qui sont activées en aval,
et qui sont différentes, par exemple un cancer du poumon, un cancer du côlon, un cancer du pancréas, etc. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça n'est pas vraiment des nouvelles mutations, puisqu'en fait, la mutation de base est toujours KRAS, mais ça nous permet de mieux décrire les mécanismes par lesquels la tumeur ne va pas répondre ou va développer une résistance. Et comme d'ailleurs le conclut leur papier, ça invite à poser la question des combinaisons assez tôt, parce que dans ces mécanismes de résistance, il y a beaucoup de récepteurs tyrosine kinase qui sont accessibles à un traitement médical déjà. Par exemple, le GFR est un des récepteurs qui retrouve assez souvent activé et impliqué dans ces mécanismes de résistance. Donc peut-être, avec ces nouvelles mutations, ces mutations secondaires, comme on les appelle, mutations de résistance, la perspective de combinaison, c'est pas nouveau, hein, la question des mutations de résistance et des traitements combinés. Jusqu'à présent, ça a plutôt échoué, mais peut-être que ça a échoué justement parce qu'on n'a pas eu une vision assez microscopique, c'est-à-dire on n'a pas regardé tumeur par tumeur, on a essayé de prendre le gros groupe de patients et puis on en rajoute le traitement B au traitement A en espérant que ça marche. En fait, il y a probablement seulement une petite proportion des patients qui ont eu le traitement A qui ont besoin du traitement B pour que ça remarche. D'accord. Alors, on a encore 5 minutes. Si jamais il reste quelques questions, n'hésitez pas à les poser avant de vous lancer dans la couverture de ce congrès. Jean-Yves, vous avez déjà préparé votre programme du congrès? C'est l'enfer. Chaque fois que j'arrive à l'ASCO, je me dis que c'est la dernière fois que j'y vais, tellement c'est infernal. Mais c'est toujours une source d'informations inépuisable quand même, hein. Et ça reste riche, même si je fais une observation quand même qui est assez frappante, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait beaucoup plus une répartition, un transfert fondamental entre l'ACR et l'ASCO, et l'ESMO faisait un peu les deux. Là, maintenant, on a presque un peu d'équivalence entre le poids des différentes publications dans les 3 congrès. Il y a des exceptions, notamment la question de notre collègue il y a quelques instants sur les nouvelles mutations, ça a quand même été traditionnellement plutôt l'ACR. Mais quand même, je trouve que l'ASCO a un peu plus de recherche translationnelle et qu'il y a beaucoup plus de recherche de clinique à l'ACR et que l'ESMO brille plutôt ces dernières années, avec probablement pour plein de raisons, mais et procure des résultats d'information qui sont de même niveau que l'ASCO désormais, je crois. Donc, ça fait 3 congrès où il faut qu'on assiste et on se prend 5 jours d'information intensive. Aude Le Crubier demande si vous avez un commentaire, donc ça sort un peu, je pense, de l'ASCO, mais sur le retrait de la FDA de l'umbrasilib dans le lymphome. Non, alors j'ai pas vu les détails de l'étude, donc je ne peux pas vous faire un commentaire pertinent. Par contre, je vais aller regarder, comme la question est bonne, et ça sera l'occasion de regarder, je vous dirai ça mardi. Très bien. Quid de vos premières impressions sur l'ambiance de cette édition après 2 ans de distanciel? Bon, on va voir. C'est pas encore ouvert, hein. On va chercher les badges tout à l'heure. Enfin, oui, c'est ça tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Si j'en juge par l'arrivée à l'aéroport, il y aura du monde. Enfin, c'était comme ça chaque année. Ce qui avait frappé à l'ACR, c'était qu'il y avait quand même moins de monde que d'habitude. On n'aura peut-être pas 40 000 personnes, on aura peut-être 20 000. Ça donnera toujours la même impression tout de même, je pense. Très bien. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Je vais attendre une petite minute, le temps que ça arrive jusqu'à nous avec le délai du différé. On pourra leur faire passer les références qu'on a citées? Oui, tout à fait. On vous enverra de toute façon à vous tous qui êtes inscrits à la press room, voilà, les numéros des abstracts à récupérer ou le nom des études, afin que vous puissiez voilà, soit les suivre en direct si ce sont des sessions, soit récupérer les abstracts. J'ai l'impression que je n'ai pas de questions et qu'on a fait le tour. Donc, je vous rappelle que la prochaine session sera la session de débriefing de ce congrès, mardi prochain, 9h, heure française. Voilà, Jean-Yves sera de retour en France.
pour nous faire part justement de ses impressions et de ses actualités qui seront partagées pendant ces 4 jours. Je vous remercie, professeur, de votre présence et de ce décryptage très intéressant. Merci 1000 fois et merci à tous encore de vous être connectés aujourd'hui. On vous dit à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à appeler l'équipe LGCOM si vous avez besoin de quoi que ce soit ou d'informations complémentaires. Je ne vais pas répondre sur le fond, sur la question de l'inhibiteur sur l'umbralisib, mais plutôt sur l'importance des suivis à long terme des patients. On se dit à l'ASCO, j'en ai parlé du suivi à long terme sur le poumon et sur le mélanome. On se dit, ouais, ok, bon, on sait déjà. Ben non, en fait, c'est important d'avoir des suivis en phase 4 et du suivi sur le long terme, des suivis en vraie vie. Sans avoir de détails particuliers sur le nombre de problèmes qu'il y a eu avec l'umbralisib dans les lymphomes folliculaires, je pense que ça vaut le coup de se le rappeler à cette occasion-là. Très bien. Écoutez, un grand merci, professeur, encore une fois. Merci à tous de votre présence. Rendez-vous mardi à 9h30 pour la conférence de décryptage, puis à 14h pour la conférence de notre partenaire BMS sur le cancer du poumon. Merci à tous. Merci, professeur. Et puis, à bientôt.